Vous avez tout fait pour sortir de l'enfance ou pour y rester le plus longtemps possible? Bah là, clairement, je suis sur une balançoire à l'intérieur de mon appartement. Je pense qu'on est sur un bon syndrome de Peter Pan là. Ouais. Ouais. Bon, cela dit, c'est pas moi qui l'ai installé. C'était déjà comme ça à la base. Ouais. Mais moi, j'aime bien les endroits atypiques. Et quand j'ai vu la balançoire, je me suis dit, ok, je kiffe. Mais vous pouvez vraiment vous balancer ou il y a des risques? Ah ouais? Non, on se balancer. Ouais. Ouais. Oui, Ouais, je vais pas faire parce que ouais, vous avez la caméra, mais en même temps, ça rendrait bien. Hein, et vous faites bien le geste comme ça, vous savez, il faut tirer les pieds devant. Voilà. Ouais. Attention, on va peut-être pas tout casser. J'ai pas envie que ça commence parce que c'est le début, tu vois, j'ai pas envie. Ouais, c'est pas chauffé. Bonsoir Ben. Enchanté. Enchanté, chanteur du groupe Tsio, évidemment. Non mais c'est vrai, je vous pose cette question parce que vous avez longtemps été le groupe phare d'une génération d'ados. C'est vrai. Et est-ce que vous avez essayé justement de rester là-dedans, de garder cet état d'esprit ou non? Un ado justement, il veut sortir de l'enfance et il veut être un grand. Non, c'est un truc qui est inhérent à notre métier. Et souvent les artistes qui sont dans la musique le disent, c'est qu'on reste gamin. Parce que c'est le style de vie qu'on mène en fait. C'est-à-dire que notre vie, c'est un cycle de composition, d'albums et de tournées. Déjà, quand tu pars en tournée, tu fais ta valise, tu pars avec tes meilleurs potes, avec ton équipe technique qui sont devenus tes super potes, c'est la colo. Et donc, tu peux vivre des années comme ça, t'as beau vieillir, tu restes dans cette ambiance de colonie de vacances. Et moi, le sentiment quand je fais ma valise et que je pars en tournée, tu vois, c'est un truc, c'est pas altéré. Jamais. Non, il n'y a pas eu une lassitude au bout d'un moment quand même. Pas à ce niveau-là, il y a eu d'autres choses. D'autres problèmes, ouais, d'autres problèmes, mais c'est vrai que ce truc-là de colo et le fait de se marrer tout le temps avec ses potes, c'est un truc qui entretient ce truc un peu juvénile éternellement. Ce qui est pas mal hein, d'ailleurs quand on est artiste, parce que justement, je pars du principe que la curiosité, c'est quelque chose de vachement important pour se renouveler, pour pas stagner. Et ça, c'est un truc que peut-être en vieillissant, on perd un peu. Alors que les gamins, ils sont très curieux toujours. Et nous, on reste curieux. Ouais, mais le truc, c'est que vous parlez à une génération, au bout d'un moment, quand on prend de l'âge, les jeunes se disent, bon, c'est qui ces gens? Et vous ne pouvez plus parler au même public de la même manière. Il faut trouver de nouveaux thèmes, de nouvelles idées. Figure-toi que ça n'est pas notre cas. Ah ouais? Et là, j'ai stats à l'appui, parce que notre label nous a fourni ces stats. Il y a plus de 40% des gens qui nous suivent sur les réseaux qui ont moins de 25 piges. C'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est potentiellement qui était à peine né, au moment où le chemin est sorti. C'est fou. C'est fou. Ouais. Donc finalement, sans l'avoir cherché, calculé et tout ça, notre musique et les paroles parlent à un public jeune, ce qui est assez flatteur, je trouve justement que ça passe de génération en génération. C'est marrant parce que oui, mais le chemin, Dernière danse, mais par exemple le Graal, dans mon souvenir, c'est une musique sur la chirurgie esthétique, c'est ça? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Eh ben si, sur le fait de vieillir. Non, et de vouloir rester jeune. Ouais, mais tu dis ça par rapport au Botox. Ouais, c'est la deuxième phrase. C'est une métaphore. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est effectivement... Moi, je suis assez obsédé par le temps qui passe. Mais en fait, c'est devenu une trend, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est devenu une trend sur TikTok de malade. C'est-à-dire parce que c'est les jeunes qui ont repris le truc « j'ai rechuté hier ». En gros, c'est parti du délire de c'est le 31 décembre et le 1er janvier, tu fais des résolutions et tu n'arrives pas à les tenir. Non, jamais. Jamais. Jamais, personne n'a jamais réussi. Et donc, exactement. Et donc la phrase j'ai arrêté de fumer et de boire chaque dimanche, chaque semaine, j'ai rechuté hier », c'est devenu une trend TikTok de jeunes qui se sont appropriés ce truc-là parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir leur résolution de la nouvelle année. Donc voilà, tu vois, même un truc qui parle du temps qui passe, même les jeunes ils se sont appropriés ce truc-là, c'est la beauté aussi de faire notre métier. Bon, on est chez vous. Ouais. Je vois autour de moi deux observations. Première, c'est que je vois pas grand-chose sur la musique. Ouais, c'est vrai. Et sur Kyo.
Non, c'est vrai. Bah déjà, je trouve ça assez beauf de mettre ces disques d'or, tu sais, partout. Oui, c'est vrai. Oui, on c'est imagine pas le truc possible. du rappeur qui met la Tu fiche. vois, il y a Ouais. un peu ce truc-là. Il dit d'accord, mais ils sont où les disques À d'or? nos studios, parce qu'on a des studios à nous. Ah oui, d'accord. Parce que je me disais, quand on a un groupe, comment on se partage le disque d'or? En 4, ce serait drôle d'avoir un quart de disque d'or en même temps. Ouais, mais c'est vrai que les gens ont fait les choses bien. C'est-à-dire que souvent, on a eu un prix par personne. Ouais. Et par exemple, Energy Award, je sais plus quelle année, on a eu 4 prix. 2004, je crois, j'ai regardé tout à l'heure. Ok, bah voilà, donc une chacun, une récompense Ah, vous êtes chacun. parti avec. Ouais. Et Victoire de la musique, qui était à peu près à la même période. Mais là, il y en On a eu 3, et là, c'était plus compliqué. C'était la guerre. Là, je trouve pas la mienne. Si vous êtes un joueur, je veux jouer. Ouais, mais tu vois, il y a la PS5, Ouais. il y a le PSVR 2, qui est, je sais pas si vous êtes Moi, je suis pas un gamer, mais il faut que vous T'es m'expliquiez. pas un gamer. En fait, ça, c'est une folie parce que la VR, c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, Cœur de pirate, qui d'ailleurs, je crois, a été certifié. Je ne sais plus si c'était single d'or ou je sais plus. Ah ouais, ok. On a une certif il n'y a pas très longtemps. Oui, parce que vous avez refait Dernière Danse avec Cœur de Pirate. Ouais, ouais. Ouais. Qui Bien. joue le plus, les enfants ou vous? Franchement, c'est. On joue ensemble déjà, c'est Ouais. cool. Ouais, c'est Après, je suis la Ils ont quel âge? génération 15 et 11. Et moi, je suis la génération, je suis né en 79, donc c'est vraiment les balbutiements du jeu vidéo, quoi. Ouais. Donc j'ai grandi avec ça. Et le nom du groupe vient ouais. des jeux vidéo. Ouais, c'est le nom d'un personnage d'un jeu de baston sur arcade à l'époque. Votre groupe, il naît quand vous êtes ado. Ouais. Et les premières chansons très connues sont en partie inspirées de ces années de passage à l'âge adulte. Vous avez aujourd'hui des... Ouais, bah c'est vraiment les titres de l'album Le Chemin, qui est vraiment l'album qui a tout changé pour nous. C'est vraiment des thèmes de... tu sais, le moment où l'adolescence, c'est quand même très charnière. C'est le moment où tu te construis, c'est le moment où tu es fragile, c'est le moment où tu as envie de prouver, et c'est le moment où tu vis tes premiers émois amoureux, et c'est d'une violence absolue, et c'est intense. Et c'est ça mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça touche aussi tu vois, les jeunes aujourd'hui, c'est que s'il y a bien un truc qui ne change pas, c'est quand même ça, tu vois, cette période-là de construction. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, ça change pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok typiquement qui est là au milieu. Ouais, mais ça fait quoi par rapport à. Eh ben, je sais pas. Vous qui avez des enfants qui sont dans ces âges-là. Ouais, mais je crois qu'on aurait pu penser que une forme de romantisme aurait pu se perdre. Et quand j'observe, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire? Bah ouais, j'ai l'impression que le romantisme il est toujours là. J'ai l'impression que cette magie-là, cette intensité-là, elle n'a pas tant bougé que ça. Il y a des choses qui ont bougé, des choses négatives. Le harcèlement, quelque chose qui a toujours existé. Moi, j'avais écrit une chanson qui n'est jamais sortie qui dit « La violence naît dans les squares ». Il suffit d'observer des gamins dans les squares. Tu vois très bien qu'il y a une violence qui n'est pas calculée, mais ça commence très tôt. Ou un gamin qui joue moins avec les autres, qui est un peu rejeté, tout ça. Donc, et ça, c'est des trucs qui ont été exacerbés avec les réseaux. Ça, c'est un truc qui est réel. Et du coup, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de prévention par rapport à ça. Mais le romantisme, les relations amoureuses, ce truc-là, je pense que ça n'a pas bougé en vrai. Ouais. Non. Avec du recul, parce que vous aviez écrit des chansons presque à chaud, maintenant à froid. Sur cette période-là de l'enfance, de l'adolescence. Comment vous l'avez vécu avec du recul? Vous avez aimé cette période où c'était crispant, c'était agaçant, c'était frustrant? Bah, comme beaucoup, j'ai tendance à dire qu'on est plus à l'aise dans la vie avec plus d'expérience. Ouais. Mais ça reste, il y a une forme de grâce quand même dans cette intensité d'émotion. Il y a quand même quelque chose de fascinant. De prendre tout à ce point à cœur. Effectivement, on n'a pas de recul, on n'a pas l'expérience pour avoir du recul. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magnifique et d'assez inépuisable d'ailleurs, justement, quand on a envie d'écrire des chansons. On peut être nostalgique de cette période-là. Est-ce qu'on écrit aussi bien des chansons quand tout va bien, qu'on est apaisé, qu'on est en couple, posé dans une structure plus classique, ou quand on a quelque chose au fond du ventre, jamais de la vie, j'ai réussi à écrire une bonne chanson en étant apaisé. Jamais.
Ouais, mais aujourd'hui, Ça tombe bien. veut dire qu'il faut que vous soyez un peu... Mais de toute façon, moi, c'est mort. Je serai jamais apaisé. Je suis trop chaotique, trop sensible. C'est la quête de l'équilibre pour moi. Je sais pas. Je pense pas que j'y arriverai un jour. On y va? On y va où? On va faire un tour dans votre quartier. Et après, on rejoint votre bande. Faut passer au studio à côté parce que j'ai mon petit repère vite fait. Je vous montre ou pas? Bah carrément. C'est votre garçonnière, mais elle est chez vous. Ouais, exactement. Mais alors, où est-ce que vous... Alors, vous avez pas d'instrument là? Bah non, mais non. parce que je bosse sur ordi, mais par exemple, tu vois, il y a les grandes box, il y a D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire du non-placement de produit? Ouais, allons-y. Ça, j'ai acheté ça, et je le déconseille. C'est un truc que j'ai vu, ça ne sert à rien, Attendez, j'essaye de comprendre ce qu'il faut faire. Tu pètes la clavicule, ça sert à rien. Donc, il faut... C'est ça qu'il faut faire? Tu dois faire ça soit en face, soit en bas, soit en haut, et c'est censé te muscler l'intégralité du corps. Mais je pense que voilà, je le déconseille. C'est vrai que c'est physique quand même de partir en tournée. Ouais, vraiment. À ça, je pense pas. Ouais, c'est physique. Sinon, on bouge beaucoup. Donc c'est important d'être quand même un minimum en forme. Et puis nous, on est des hédonistes. On fait la fête. Ouais. Ah oui, en fait, vous vous entraînez plus à pouvoir... Des épicuriens, je voulais dire. À pouvoir supporter la picole et la soirée après. Ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est toute l'ambivalence. Là, on a les cadavres de bière et le banc. Vous buvez en même temps que vous faites du sport? Non, on alterne. Mais je pense que tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Vous parlez. De quoi vous me parlez? Mais parce qu'il n'y a pas de moralité s'il n'y a pas la capacité d'une grande violence. Parce que si on ne se retient... Vous avez la ref. Hein. Mais bien sûr, j'ai la référence. Vous, hein. Alors pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille d'aller voir le premier épisode du Figaro la nuit de la saison avec Louis Sarkozy, qui visiblement vous a marqué. Ouais, bah, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Non, moi ça m'a fait marrer. Moi je suis complètement. Vous voulez que je vous le présente? J'ai son numéro si vous voulez. Moi je fais octogone plutôt avec le père. Avec le fils. Non, le fils il est impressionnant quand même. Il est balèze, il a l'air balèze et tout. Mais avec le père, ah ouais? Bah c'est plus jouable, non? Ouais, physiquement oui, je pense. Puis il est plus âgé. Bah c'est ça. Il a presque 30 ans de plus que vous. Bah c'est ça, c'est pour ça. Ça me paraît judicieux de ma part de... Ouais, c'est vrai. Mais c'est une opinion politique que vous êtes en train de donner? C'est-à-dire que vous voulez vous payer Nicolas Sarkozy? Pas du tout. Ah, non, okay. C'est juste le fils, comment il s'appelle? Louis. Celui-ci m'a fait rire jaune sur ce truc de la violence et tout ça. Cela dit, je suis un passionné d'arts martiaux et en l'occurrence de MMA, de jiu-jitsu brésilien et tout ça. Je regarde, je me lève à milieu de la nuit pour regarder le MMA. À 4h du mat dans la nuit de samedi à dimanche pour regarder. Je suis un passionné de ça. En revanche, je suis moins fan de la théorie d'avoir une moralité si on a une capacité de violence. Mais parce que vous êtes un homme déconstruit. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi la définition en fait? Je sais pas vraiment. Parce que c'est très c'est-à-dire qu'il n'a plus les codes, je crois que c'est ça, hein, qui n'a plus les codes virilistes qui ont pu être perpétués de génération en génération pour les hommes. Je pense qu'il suffit d'écouter mon œuvre artistique pour voir que j'étais déconstruit dès l'âge de 14 ans. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, moi c'est sur un romantique. J'ai jamais trop aimé les bagnoles. J'ai mis le foot sur le tard. Mais attention, vous êtes comme Louis Sarkozy. Vous êtes un romantique et Louis Sarkozy aime la romantique. Finalement, vous avez un lien. Voilà, finalement. Il s'appelle comment votre chat? Fantomètre. Comme dans la... on n'a pas choisi son prénom, mais parce que c'est via une asso. Mais regardez, c'est pas possible d'être si mignon. C'est vrai. C'est assez représentatif de mon algorithme sur les... Ah oui, vous avez des chats, vous? C'est que des chats, que des chatons toute la journée. Ouais, je scrolle sur des chatons. Allez, on y va. Allez, let's go. C'est parti. J'ai vu que vous étiez rencontrés dans un lycée privé catholique. Ouais, alors ça c'était l'enfer pour moi parce que évidemment, comme tout gamin, on déracine. J'étais flippé en fait de changer d'univers, de changer de pote. Et j'en ai beaucoup voulu à mes parents à l'époque, justement de me déraciner, de me retrouver dans
un univers que je connaissais pas, qui était l'école privée, qui était catholique. Et en fait, j'ai rencontré mon groupe et ma femme. Voilà. Ouais. Donc finalement, c'était un bon move de la part de mes parents. Et est-ce que le milieu dans lequel on vit influence la musique qu'on fait? Alors, oui, enfin, j'imagine. Parce que vous, on dit souvent, ouais, le rappeur, il vient d'un milieu dur, il était ça peut être un cliché, hein, mais dans un lycée difficile en banlieue. Est-ce que celui qui vit à Versailles et qui a grandi et été éduqué dans un lycée catholique privé dans les Yvelines fait un autre genre de musique? Bah, en fait, moi, j'ai commencé quand j'étais au collège, j'écoutais du rap en fait. Ouais. Parce que c'était les débuts d'NTM et c'était le truc cool. Et en fait, à un moment donné, il y a Nirvana qui a sorti Nevermind en 91, hein, l'année bénie du rock, parce qu'il y a un nombre incalculable d'albums cultes qui est sorti en 91. Ouais. Il y a le Blood Sugar Sex Magic des Red Hot, il y a Use Your Illusion 1 et 2 des Guns, il y a le Black Album de Metallica, il y a Ten de Pearl Jam. C'est de la folie cette année, elle est incroyable. Et là, vous avez quel âge? Et là, en 91, j'ai 12 ans. Ouais. Et donc je me prends tout ça et donc je commence à m'intéresser à cette musique-là. Vous jouez déjà de la musique à ce moment-là ou pas? Alors mon père était bassiste amateur, ouais. Donc il y avait des basses à la maison et quelques guitares. Je vous suis, hein, parce que là on va vers les salles de spectacle. Hein. Bah voilà, là c'est la beauté de mon quartier, hein, les amis. J'ai rencontré les gars quand je suis arrivé dans ce lycée. Finalement c'est la musique qui nous a rapprochés. Et c'est l'amour de ces groupes-là que je viens de citer qui nous ont rapprochés et qui ont fait que le groupe s'est créé autour de ces influences musicales-là. Et ouais, moi je commençais, je crois que c'est mon père qui m'avait offert juste... alors moi j'ai pas fait de solfège, donc c'est ce qu'on appelle les tablatures. C'est juste le positionnement des doigts sur les cordes de guitare. Donc j'ai appris comme ça. Ouais, guitare. Ouais. Lui il était bassiste, mais vous guitare. Ouais, mais après je suis rentré dans le groupe par un gros mytho. Il cherchait un bassiste et j'ai dit que j'étais bassiste juste parce que j'avais une basse à la maison. Et je me suis pointé à la première répète avec une basse qui était celle de mon père, très lourde d'ailleurs, bon voilà, comme je faisais semblant de savoir jouer, mais... Et au final, vous n'avez jamais fait de basse de votre vie, quoi. Bah non. Vous allez sortir un album. Ouais. Le 7e. Il y a une pression? Ouais, malheureusement c'est un truc qui ne change pas. C'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'avec l'expérience, on serait plus serein. Mais il y a toujours cette appréhension-là, elle est toujours là. Mais oui, parce qu'on travaille... nous, on est assez long en plus. On travaille longtemps sur un album. Là, celui-là, franchement, on a mis plusieurs années à le concevoir. Un album, ça peut se travailler sur plusieurs mois et tout. Mais la tendance, tu l'as quand même assez rapidement. Ouais. Et donc, il y a toujours ce stress de ne pas parler au public, après, le seul truc qui te permet d'être serein, c'est d'être exigeant avec soi-même et c'est notre cas. Donc on sort pas de toute façon l'album avant d'être complètement satisfait, ce qui évite... j'ai plein de questions, mais je veux qu'il y ait tout le groupe tout à l'heure ça marche. Sur ça. Vous êtes un groupe de, je sais pas d'ailleurs si ça existe, mais un groupe de scène ou un groupe de studio? On est devenu un groupe de scène. Ah ouais? On n'était pas... Pas très bon? Ou pas je pense qu'on n'était pas très bon. Et pourtant... Quand on était gamin, évidemment, on n'avait pas enregistré. Oui, là où vous jouiez, c'était à la fête de la musique ou ça. Comme ça. Donc ça, on a quand même écumé pas mal de petites salles pourries ou d'MJC ou de salles des fêtes quand on était vraiment jeune, quand on était vraiment au début du groupe. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, quand on a commencé à composer nos morceaux, à chanter en français et tout, on était vraiment un groupe plus studio en fait. Ouais. Et c'est vraiment sur le tard qu'on est devenu bon sur scène. L'amour de la scène s'est développé avec les années. Ah, c'est-à-dire qu'au début, c'est une pression, c'est un stress, c'est un mauvais moment, quoi. Au début, en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Ouais. Une pression de malade et un gros stress et le gros... pas de plaisir, en fait. Donc, si pas de plaisir, pas de décontraction. Exactement. Et donc, moins bon, et donc... ouais. Avant, j'étais soulagé quand le concert était terminé. Maintenant, je suis triste quand le concert est terminé.
on est que avec des stars. Ouais, Il n'y a que des stars sur le boulevard. Il n'y a que des stars qui veulent pas. C'est bien, ça rime en plus. Donc là, le Trianon, vous avez pas joué? Ouais, j'adore cet endroit, j'adore cette salle. Qu'est-ce que j'ai vu? Le dernier concert que j'ai vu, c'est Santa, que j'ai vu ici. Carton Santa. Et c'était fou parce qu'après le concert, je lui ai demandé mais comment ça se fait que tu fais le Trianon alors que tu as une popularité qui te permet de remplir un accord. Elle m'a dit on a booké la date bien en amont, avant que ça explose et tout ça. Ouais. Mais on parlait du fait que c'est très cool en fait de jouer dans des salles de tailles différentes. Parce que quand tu fais toujours les mêmes types de jauges, c'est là que la lassitude peut s'installer. Tu peux te retrouver dans des salles immenses et prendre un plaisir de fou avec une... Parce que là, le public, on l'entend répondre, quoi. Ouais, mais ceci dit, dans une salle de 500, tu l'entends Ouais, mais la clameur, est-ce qu'elle prend autant au trip que... Mais ouais, Ah ouais, c'est ça qui est fou. C'est que oui. Ouais, mais moi, je me suis toujours dit, j'imagine un énorme groupe de rock qui arrive dans le Stade de France et qu'entend d'un seul coup... Bon, je te cache pas que... Non, ça doit être... c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et bien sûr que j'adore ça, mais c'est vrai que j'adore quand il fait très chaud dans les clubs, souvent il fait très très chaud. Et on se le dit souvent avec les gars, un truc très physique où tu transpires, où tu es très proche des gens. Et c'est un peu ça quand même l'essence du rock, tu sais, c'est un peu le Hollywood Boulevard à Los Angeles, c'est le Roxy, c'est ce genre de clubs mythiques, qui sont des tout petits clubs en fait, qui sont là où le rock est né, le rock US en tout cas. Vous êtes le leader du groupe. J'aimerais. Ah ouais? J'aimerais. Ah, c'est pas comme ça que ça... Ah, c'est pas aussi simple que ça. Ah bah voilà. Non, c'est comme ça que les gens le perçoivent, mais... Oui. Parce que vous êtes le chanteur. Bah ouais, évidemment, la voix du alors... groupe, on a toujours tendance à penser que c'est le leader. Après, évidemment que... Mais c'est une belle démocratie, hein. Trop d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, vous aimeriez être dans un régime autoritaire? Non, c'est pas ça, mais en fait, comme on a tous, si tu veux, le même poids dans les décisions, c'est un cauchemar de... Tu sais, si on Surtout que vous êtes 4, si vous étiez 5. Exactement, on est un nombre pair. Ouais. Donc si... la plupart du temps, on est d'accord, tout roule, mais quand on n'est pas d'accord, waouh. Mais alors, donc... J'ai pas un double vote. Ouais, parce que vous êtes le chanteur. Là, on commence l'émission, on l'a fait avec vous. Ouais. Ah bah oui, c'est-à-dire que naturellement... Voilà. Ouais, bah c'est sûr, hein. C'est comme ça que les gens voient les choses, mais je pense que en fait, une des questions qui revient le plus souvent, c'est comment vous faites pour vous supporter après tant d'années, comment vous faites ça? Parce que c'est vrai que les groupes qui ont éclaté en plein vol, les groupes à succès, on est vraiment des frangins et comme dans une fratrie, tu peux te prendre la tête et c'est pas grave. Est-ce que quand on est le chanteur, on a une tendance parfois à l'individualisme et à une volonté de s'émanciper et d'aller tout seul, faire une carrière tout seul? Il y en a plein qui ont voulu faire ça. Alors ouais, ça m'a traversé l'esprit, mais si tu regardes bien, très rares ont été les succès des chanteurs, même emblématiques de grands groupes. C'est vrai que Sting ouais, bah c'est le premier qui me vient. C'est l'exemple qui vient le plus naturellement, mais souvent les gens ils aiment pas, les gens veulent le groupe quoi. Oui, mais alors ça veut dire fantasmer les gens. C'est ça qui vous a arrêté plus que la volonté de le faire? Bah la volonté de le faire, c'est pour avoir une liberté totale artistique. Effectivement, tu es obligé de faire des concessions quand tu as des personnalités en plus fortes dans un groupe. On va descendre par là. On les retrouve les potes? Ouais, il doit être là, hein, je pense. Ils sont les gars. Ah, ils sont là-bas. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Ah les gars. Bonsoir, c'est Thibaut, enchanté. Salut Thibaut, enchanté, pardon. Salut Thibaut. Comment ça se prépare ce nouvel album? Bah, ça se termine surtout. Comment on sait qu'un album est terminé? Parce que le label t'appelle et il te dit qu'il faut rendre les trucs vite. Il dit il faut vraiment y aller. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, vous auriez toujours envie de retoucher un truc, exactement. Ça s'arrête jamais. Est-ce que là, l'album qui sort, c'est la question à la discussion qu'on avait dehors, tout le monde est d'accord avec toutes les chansons?
été... Ouais. Non. En fait, vous devriez donner des conseils à l'Assemblée nationale. En ce moment, il y a des soucis pour trouver des compromis. Non mais ceci dit, la question c'est est-ce que tout le monde est d'accord? Pour ma part, oui. Il y a des fois où il y a des morceaux carrément, t'es pas à l'aise avec. Ça arrive. Ouais. Bah, ça arrive des fois. Voilà, les trois autres adorent, toi t'aimes pas. Ouais. Voilà. Là, c'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que grâce aux autres, on apprend qu'on s'est trompé. C'est-à-dire on était sûr d'un truc, on voulait le défendre, on a vu que c'était pas possible parce qu'il y avait une majorité et on se plie un peu à cette règle-là. Et après quelques mois, on se dit « c'est marrant, j'avais tort, ils avaient raison ». Donc tu apprends beaucoup sur toi aussi. Et est-ce que dans les tubes que vous avez fait, il y en a un d'entre vous qui s'est dit à un moment, vous disiez que vous pouviez changer la vie. Ça c'est de la merde, on va pas le faire les mecs. Et à la fin ça cartonne. Et où les tubes vous saviez? Moi je dois avouer qu'il y a une dizaine d'années sur un titre qui s'appelle Le Graal, qui a été un gros succès pour nous. On en a parlé tout à l'heure. J'ai eu des doutes parce que tellement différent par rapport à tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, je me suis dit c'est un pari quoi, c'est un vrai pari. Je sais que c'est de la merde, je pense pas que c'était pas dans le côté dans ton top 10, tu sais pas, t'es pas sûr que tu le mettrais parce que t'as d'autres morceaux. Et puis le cas du Graal où je disais que Nico et moi on était assez réfractaires parce que comme dit Nico, c'était vraiment différent des titres qui avaient fait notre succès. Flo militait vachement pour le côté on revient après des années où on n'était pas là, faut arriver avec un truc un peu frais, un peu. C'est vrai qu'on avait peur. Il était énorme quoi. Oui, mais c'était le single de votre je sais pas combien d'années de silence. C'est pas juste tu choisis le premier single de ton nouvel album, c'est que c'est le premier single après 8 années où personne n'a entendu parler de toi. Son album qui sort. Comment il va s'appeler déjà? Ultra violent. Ultra violent. Et il sort fin octobre, le 31 octobre. Il y a combien de morceaux? 12 morceaux. Et vous en avez écrit combien? Et fait combien? Moi je dirais 40, 45. Ah ouais. Ah, il y a 30 pertes. Ah ouais. Mais qui sont. On dit pas que c'est de la merde les autres. Ah non, mais. C'est juste, ils sont perdus en chemin. Des fois, il y en a qui sont abandonnés dans un couplet, un frein. Tu vas pas plus loin. Voilà. Il y en a qui sont vraiment finis, qui viennent jusqu'au grand conseil final où tout le monde met des croix dans les colonnes pour choisir. Et qui restent sur la touche alors qu'ils ont vraiment été. Et ça veut dire que vous avez, sur le nombre d'albums que vous avez fait, il y a 150 morceaux qui ont disparu. Mais il y a toujours ce truc, est-ce qu'on n'en a pas raté un quoi? Un morceau. C'est obligé d'y penser. C'est pour ça qu'on se débrouille toujours pour les mettre sur une réédition. Ouais, voilà. Et vous l'aviez pas vu celui-là? Au cas où. Il faut surtout pas qu'il reste dans les placards. Non, t'as rien. Vous avez arrêté, vous avez fait une longue pause. Est-ce que c'était une question perso de groupe ou est-ce que c'est parce que le milieu justement où était en train de mal tourner? C'est vraiment le moment où le streaming illégal explose ou en fait on tient plus les rênes. Ça n'a rien à voir avec ça. Non. On a fait la pause. Tu parles de la pause de Clio? Non, parce que le streaming c'est venu bien plus tard. Ah ouais, non, c'est plus. Moi j'étais pas là à cette époque-là, mais en l'occurrence on passait notre temps ensemble et on a fait un groupe pendant cette pause ensemble. Mais non, c'est plus. C'est quand même complètement barge de traverser un truc comme ça. Il y a à un moment donné, le succès dans ces proportions-là, dans son côté complètement irrationnel, avec des gens qui vont aussi bien te courir après dans la rue que t'insulter absolument pour rien. Il y a un truc qui est quand même violent, en plus les gars étaient jeunes et je pense qu'il y a un besoin de reconnecter un truc un peu de concret, parce que c'est impensable, tu vois. Vous l'avez pris pleine gueule, le succès? Honnêtement. Non, mais parce que tout le monde se dit voilà, on peut pas les plaindre, ils ont réussi les mecs. Mais à un moment ça. Le fait de devoir enchaîner, de faire ce que tu fais après, tu es dans un cycle où tu dois aller assez vite et refaire quelque chose. Et donc tu as envie de le faire plus que le timing t'impose de le faire, si tu veux. Il faut parler aussi du fait que c'est un truc qui était complètement, enfin, je sais pas si c'était tabou, mais on n'en parlait pas du tout. C'est la santé mentale des artistes et c'est précisément tabou. En tout cas, on n'en parlait pas parce que c'était, attendez les gars, vous l'avez bien cherché quand même, vous voulez être des rockstars, vous n'avez pas chialé. Et en fait,
nous, ça ne nous venait même pas l'idée de nous plaindre, tu vois, c'était complètement interdit. Et aujourd'hui, tu vois, il y a énormément d'artistes qui parlent de la santé mentale, qui font des burn-out de malades. Et en fait, il y a des structures maintenant. Les maisons de disques se sont structurées avec des assos, des machins, tout ça, pour prévenir les problèmes de santé mentale. Tu traverses un tourbillon émotionnel, quoi. Vraiment, tous les jours, c'est trop en fait, c'est trop d'émotions dans une période très courte. T'as pas la construction et la solidité mentale de quelqu'un d'un peu plus adulte. Mine de rien, à 20 ans, t'es encore un vieil enfant, quoi. Et donc, te prendre des grosses montées émotionnelles de choses positives et puis beaucoup de négatives, parce que tu essuies aussi des critiques, tu essuies des choses. Je pense qu'il n'y a rien d'anormal au bout d'un moment à dire attends, je suis juste un peu fatigué émotionnellement. Ça se concrétise comment? Ouais, mais c'est un peu tout ça, c'est un peu, tu sais, c'est des crises d'angoisse. T'as déjà eu une crise d'angoisse? Non, jamais. Tu veux qu'on t'en procure une? C'est bien comment c'est bien sympa là. C'est des comportements extrêmes. On sortait beaucoup, ça cherche à s'emmener loin. Enfin, il y a un truc où des fois tu souffres seul et souvent tu souffres seul et ensuite tu exprimes des trucs avec tes potes, en public et juste tu sens que c'est compliqué en fait à gérer tout ce qui se passe et que tu as besoin à la fois de sortir beaucoup et à la fois que c'est que quand tu es seul que tu peux vraiment aussi livrer machin. Moi j'aime bien prendre le problème à l'envers. J'aime bien me dire que si quelqu'un trouve ça normal et vit ça de façon normale, sans péter les plombs, c'est quelqu'un qui est intégralement siphonné, intégralement tordu. Parce qu'il n'y a absolument rien de normal à ça. Aussi exaltant, aussi incroyable puisse être ce métier, être adulé et applaudi par des milliers de personnes, ça n'est absolument pas pour ça que notre ADN est fait. C'est sûr que nous, en tant que guitariste avec Flo, batteur comme Jocelyn, t'es quand même vachement moins devant que Ben en tant que chanteur. T'es moins au front, quoi. Donc forcément on a vécu les choses un petit peu différemment. Même si le fait d'être entre groupes, je pense déjà ça a été quand même quelque chose de super par rapport aux gens qui sont tout seuls, tu vois, et qui vivent ça seuls. Moi ça m'est déjà arrivé des mecs qui viennent me voir et me dire j'aime pas ton chanteur, sa musique, machin, mais toi ça va. Il faudrait qu'on y aille pour aller dans le dernier jeu. On file? Allez, feu. Vous êtes potes à la base? Alors moi je croyais, mais à chaque fois que je disais ça en interview, les gars m'ont expliqué qu'ils se sont ils ont créé le groupe autour de la musique et pas parce qu'ils étaient spécialement potes. Alors que moi je suis rentré dans le groupe parce que j'étais pote avec le frère de Flo, qui était le batteur à l'époque. Et moi c'était en tant que pote que je suis rentré dans le groupe. Mais c'est vrai qu'ils ont créé le groupe plutôt par rapport au fait d'aller faire de la musique ensemble. Et c'est vrai que nous, c'était pas des potes qui pour se marrer font de la zik, c'était plus des mecs qui traînaient pas ensemble, enfin toi avec Fab, qui étaient un peu dans des groupes différents de potes. Et on est devenus amis avec le temps et en même temps on était assez... Il y avait beaucoup de rêves qui étaient en commun, tu vois. Donc c'est compatible. On était assez compatibles. Mais oui, quand on s'est rencontrés avec Ben, on était déjà potes. Et c'est quoi parce que l'amitié dans un truc comme ça, elle est mise à l'épreuve, forcément. Enfin, ça peut pas être simple. Donc comment on la malaxe? Est-ce que c'est de l'huile dans les rouages ou l'inverse, ça peut être le caillou dans la mécanique? C'est les deux. Ouais. Et ce sera tout. Et ce sera la seule réponse. C'est les deux. Tu l'aimes bien cette réponse? Non, mais c'est la réponse de Normand, quoi. Je sais pas, non, c'est pas ça, mais par exemple, t'es en couple. Ouais. Bon, t'es souvent. Ça se passe bien. T'es souvent habitué quand même à faire. Il y a des fois où il faut aller au front, rentrer dedans, dire des choses qui font mal. Il y a des fois où il faut faire des compromis. T'imagines, c'est un couple à 4. Ouais. Donc en fait, sur la durée,
Il y a plein de cas de figure différents. C'est le fait de se marrer qui fait qu'au bout d'un moment... C'est clair que c'est ultra. Bon. Parce que t'es potes, mais t'es censé quand même faire de la musique et créer des choses et avoir un avis artistique et travailler et avoir des moments où t'as des gens qui sont d'accord ou... Enfin, tu peux avoir des affinités avec certains et sur d'autres sujets avec d'autres. Et moins avec d'autres. Non, pas sur les gens, mais suivant les sujets. Et même des fois, pas du tout. Voilà, et je pense que ça s'est vu depuis le début. Mais non, mais suivant les sujets, donc, ou même suivant les idées, tu vois, on parlait de chansons tout à l'heure, tu peux être d'accord avec l'un sur un titre que tu trouves qui est mortel. Des idées politiques. Et ils votent pas pareil, les mecs qui s'engueulent. Je suis pas sûr qu'on vote pas. Non, on vote pas pareil d'ailleurs. Mais c'est plus que je pense que ce qui fait aussi que tu peux tenir longtemps, c'est le fait de pouvoir créer des binômes dans tes affinités suivant les moments. C'est-à-dire que des fois, c'est-à-dire que c'est pas sensibilité. tout à fait un quatuor à chaque fois. Ça peut être deux qui. Je peux avoir Jocelyn qui propose une idée que moi j'aime bien. Eux, ils sont pas sûrs, mais on la travaille à deux, puis on la propose. Et après, il y a des trucs sur lesquels je vais être plus d'accord avec Ben ou avec Nico. Et je pense que ça crée un peu ce que tu disais de l'huile et tout ça, c'est-à-dire ce truc-là où tu peux renouveler aussi je sais pas, ton bien-être avec les gens en jouant aussi de ça, quoi. Combien de temps d'existence du groupe entre la création, gamin, et le succès du chemin? Évidemment que pour le grand public, Kios a explosé. Voilà, et mais moi je veux savoir ce que c'est avant. Mais en fait, évidemment que ça a été plus progressif que ça. Et comme on en parlait tout à l'heure, on a fait les petites salles, les petites MJC. On avait la chance d'ailleurs d'être dans un lycée où le directeur du lycée, ce fameux lycée privé, Les Oiseaux, là, c'est ça, Notre-Dame. Voilà, nous aimait beaucoup. Même si on était un peu turbulent, il nous aimait quand même beaucoup. Je pense qu'il était content de voir qu'il y avait de la vie dans son bahut, et voilà. Et donc on avait l'opportunité de jouer dans la salle des fêtes, dans la salle de sport, dans le réfectoire et machin. Et c'est vrai que on a fait nos premières armes là, avec les premiers fans qui étaient quand même au lycée, tu vois. Est-ce que vous avez déjà, première question, l'idée que vous allez essayer d'avoir une carrière? Ou non, vous faites ça et vous vous dites, moi je vais être médecin, dentiste. Mais assez sérieux sur le truc. Ouais, très tôt. Très tôt, enfin vraiment très tôt. C'est-à-dire qu'on a fait quelques répètes. Moi je me souviens, on a fait quelques répètes avec les gars et je sais pas, au bout de... Enfin c'était rigolo. Au bout de 4-5 répètes, on s'est dit, les gars, ça va être notre vie. Tu vois? Ah ouais. Je te parle de 4 week-ends, 5 week-ends, tu vois. On s'est dit ça va être ça mais notre vie. Comment on peut sentir qu'on est... Enfin, vous sentiez que vous étiez bon? C'est déjà, il faut... Non, t'étais pas très bon. Ah ouais. Ah ben non, mais nous on sentait à fond. Tu crois à fond. Mais il y a y croire et se dire je vais le faire parce que c'est ma passion, c'est mon envie. Et il y a le truc de dire en fait on a peut-être le niveau pour le faire, quoi. Ah non mais alors du coup je comprends la réaction de Jocelyn. On n'était pas bon, mais on était persuadés d'être génies. Ouais. Parce que t'écoutes bien sûr. Les petits enregistrements. Mais c'est surtout que tu faut te être dis... C'est sympa ce que tu dis là. cinglé pour faire all-in là-dessus. Ouais, c'est surtout que je vais être malheureux si je tente pas ça. Parce que tu sens que ça te procure tout, que ça tu te sens rempli en fait en sortant d'une répète, t'as tout, quoi. T'as l'amitié, l'humour et la passion. Et je crois aussi qu'on soupçonnait le fait que si on faisait pas ça, on savait pas trop ce qu'on allait faire non plus parce qu'on n'était pas hyper brillant dans d'autres domaines, quoi. Alors, les gars, on est dans un multiverse. Hein. Il y a une version où on n'a pas été... moi non, Flo est vétérinaire. Moi, je suis avocat. Plutôt un bon vétérinaire, figure-toi. Ma vie, je la mets dans la vie de mes potes. Oui, en plus. Parce qu'en fait, t'as des packs de sang. Si il commence à déconner et à plus travailler. Donc t'es dans ce truc-là tout de suite aussi, tu vois, qui est... Mais c'est responsabilisant, en plus. Ouais, carrément. Et rassurant aussi, parce que tu t'es pas tout seul, et puis cette aventure-là, elle est assez excitante, quoi. Et puis t'es assez jeune pour ne pas te rendre compte de la dangerosité de ce que tu fais. Et du caractère complètement naïf et responsable. Le fait d'être avec d'autres, c'est hyper rassurant. Tout le monde saute en même temps. Au pire, on fera une connerie ensemble. Voilà, c'est ça. Vous êtes repérés, vous commencez à faire des petites salles, il y a une maison de disques qui mise sur vous. Quel est l'enchaînement? Un tremplin rock.
Tremplin Un rock. tremplin rock à Conflans. Est-ce qu'il faut qu'on t'explique ce que tu À Conflans-Sainte-Honorine, Qu'est-ce qu'un tremplin les gens rock qui nous regardent en live ne savent pas ce que c'est. C'est un concours. Et la Ok. scène était assez big, honnêtement. Ouais. Et on est arrivé au pied du podium. Comme on dit. 4e, et en fait tu gagnes éventuellement en enregistrement ou tu vois, il y a un but qui est de gagner quelques titres à enregistrer ou ce genre de trucs. Nous on est arrivé 4e, donc on n'a absolument rien gagné, mais on a croisé notre futur manager. Qui est toujours là aujourd'hui. Et les 1, 2, 3, ils ont fait carrière? Non. Bah évidemment que non. Et ouais, tu vois. Ils nous voient, nous on répète en fait en acoustique à l'arrière d'un Break 505. Et on se chauffe un peu pour le concert d'après. Et puis il dit qu'il est manager. Je ne sais pas s'il était vraiment manager. Et après on a bossé avec lui pendant. Il laisse une carte. Il dit moi je suis manager. Nous on fait trop bien, on a trouvé un manager. On pense que c'est le début, tu vois, de la suite. Mais on n'était même pas méfiants. Non, Ouais. non. En fait, il avait une petite carte de visite et il y avait marqué manager. Et nous, on a fait OK. Putain, trop bien. T'as tellement envie d'y croire que je crois qu'il nous aurait donné. Il nous aurait fait n'importe quel plan. On aurait marché. On a fait des rendez-vous chez des éditeurs. On n'avait pas de maquette, alors on jouait les titres en acoustique dans le bureau des gars. Et des fois ça prenait pas du tout. Et puis voilà, il y a eu un éditeur qui s'est intéressé. Premier album qui n'a pas très bien marché. 2001 2000, ouais, 2000 je crois. Ouais. Et celui-là, il n'y a pas eu de succès. On n'a pas rencontré notre public et moi je comprends le public. Ah ouais? Avec du recul, il n'y en a pas eu, c'était pas bien? Ah non, c'était pas bien. Non, on n'était pas. Ouais, c'était On maîtrisait pas assez les outils de comment faire un disque à ce moment-là, donc on l'a fait comme on pouvait, mais je pense que c'était pas abouti. Mais on vous demande d'en faire un deuxième quand même. Oui, et puis on fait des premières parties à ce moment-là. On a la chance de faire les premières parties de David Hallyday et de Pascal Obispo sur des grosses dates dans des zéniths. Sans ça, ça aurait été un peu la loose, genre juste la loose. Alors que là, il y avait la loose, mais on était en tournée, quoi. Ouais. Et avec un David Hallyday adorable et un Pascal Obispo hyper cool. Et tu vois des icônes, des grosses prods, tu vois comment ils bossent, tu vois comment ils jouent. Souvent, ils ont des musiciens qui sont hyper forts, tu vois. Tu regardes, mais tu es en train de voler tous les secrets des trucs. Allez, on y va. Au studio? Merci, monsieur. Bon, on est où? C'est un endroit qu'on connaît bien parce que on parlait en amont de Notre-Dame des Oiseaux de Verneuil. Et en fait, c'est un pote de cette école-là, un pote d'enfance, qui a monté ces studios-là, qui sont les plus gros studios du coin, enfin de Paris et de sa banlieue. Et c'est marrant parce qu'effectivement on avait joué avec lui plein de fois, il a fait notre première partie plein de fois et il a monté ces studios qui sont incroyables et du coup on vient régulièrement ici et voilà, nous y sommes. Et alors, tout le monde, comment ça se passe? Tout le monde, tous les artistes de plein de styles différents peuvent venir ici? Non, là c'est vraiment les artistes quand même un peu confirmés parce que c'est des studios haut de gamme. D'accord. Donc tu vois, c'est vraiment... ouais, c'est que des artistes qui sont signés, enfin la plupart sont signés, tu vois. Mais par exemple, il peut y avoir qui ici? Mais l'intégralité des gens que tu connais qui vendent des disques enregistrés ici, aujourd'hui. Ah ouais. L'intégralité. Il y a combien de studios là? Il y en a 14 ou 16. Ah ouais, donc il peut y avoir 10 stars au même moment? Au même moment, absolument. Ah ouais. Ouais, c'est une folie. Et tous des tailles différentes, enfin suivant ce que tu fais, tout ça. Et donc là, comment ça se passe? C'est-à-dire que ici, il y a les ingé sons, c'est ça? Et là-bas, vous jouez et vous jouez tous ensemble ou pas? Non, enfin ça dépend. On peut jouer. Ça peut arriver qu'on fasse la basse et la batterie des fois ensemble pour trouver un peu le truc. Ça peut arriver aussi que deux guitaristes, nous deux, on joue un petit peu pour chercher. Mais après, en règle générale, on enregistre plutôt chacun notre tour. Tous ensemble dans une pièce. Enfin, pour l'enregistrement, ça peut être pour chercher, pour écrire des titres ou pour chercher de la prod, mais ton vrai enregistrement est assez rare. C'est assez rare que ce soit. Donc un enregistrement ne se fait jamais avec les 4 ensemble? Ça peut, pas nous. Ah ouais. C'est-à-dire donc chacun joue son truc et après Ben vient et chante dessus.
Ou même pas forcément. Ouais. Ou si, lui, c'est forcément le dernier, il chante sur la musique. Ouais. Après, il peut chanter au début, si tu veux, pour nous donner un Il chante a repère. cappella. Non, il va chanter sur une première guitare, par exemple. Ça donne une trame, un repère. Nous, on va pouvoir jouer dessus en essayant quand même d'être dans la même direction que ce que lui essaie de donner, tu vois, en termes de chant. Et il rechantera à la fin pour être au plus près de ce que nous, on a fait. Il n'y a plus tellement des prises. En rock, t'as aussi Mais c'est retravaillé. des groupes comme ça qui font, qui ont tout le matos branché. Ça veut pas dire qu'ils gardent tout, en effet, mais en tout cas qu'on cette dynamique-là de recorder ensemble, quoi. Nous, même depuis les années 80 et tout, de toute façon, tu peux planter des trames comme ça, et après le mec va refaire sa partie guitare, va refaire des voix, refaire ses voix, même tous les trucs de grunge et tout, ils ont été aussi faits quand même chacun dans son coin. Bon, vous allez me faire écouter après quelques morceaux du nouvel album, mais je voudrais d'abord, si vous voulez bien, me montrer le son qui vous plaît. Il y a des guitares qui sont là. Je sais que vous avez commencé, j'ai lu ça, vos idoles c'était Radiohead, Pearl Jam, Nirvana. Est-ce que c'est un son que vous recherchiez? Et je voudrais que vous m'expliquiez le son que vous essayez de rechercher et le son de Kyo. Il y a un son dans le groupe. Il y a un son qu'on a je sais que par exemple les guitares, il y a un son en effet qui se dessine parce qu'on a écouté beaucoup de choses, parce qu'on a travaillé aussi avec des personnes qui nous ont appris à trouver ce son et que maintenant on applique un petit peu ce qu'on a appris. Après, je pense que d'album en album, on essaye aussi toujours d'aller un petit peu ailleurs. Pour... tiens, alors je vous propose, vous montrez les débuts et là où vous êtes allé progressivement. Donc là, par exemple, le son du début qui vous inspire, quand vous êtes gamin et qui vous fait vibrer. C'est un peu des trucs de smashing et tout, t'as beaucoup de cordes à vide. Ce genre de... T'as tout ce genre de riff un peu comme ça, où tu sais pas comment ils font et t'as envie d'avoir ce son de guitare et ce machin et tout. Et après, toi, quand tu joues, ça fait pas du tout ça. Donc après, tu remélanges ton son avec ce qui se crée avec les autres et en fonction de la chanson. Mais t'as des petites idées d'arrangement de guitare qui sont inspirées, on va dire, de ces trucs que t'as appris à jouer, tu vois. Et donc l'ordinateur modifie encore ce que fait la guitare? En fait, l'ordinateur, il va apporter toute une touche qui est pas justement des instruments, qui est plus des boucles, des sons artificiels. C'est l'époque de Björk, nous on écoute pas mal Björk, Radiohead. Et il y a toute cette partie de synthé un peu transformée qui se mélange justement à des basses, à des voix, à des guitares, et le mélange des deux, ça crée quelque chose de peut-être un peu plus moderne que ce qu'on a pu écouter jusqu'à maintenant. Vous disiez tout à l'heure qu'entre le moment où vous arrêtez et le moment où vous revenez, il y a une différence et qu'il fallait faire autre chose. Est-ce que vous pouvez me montrer la différence dans l'idée entre le moment où vous arrêtez, la musique que vous faites et la musique que vous faites quand vous revenez? Je peux le faire... Là c'est en ré, du coup, je vais la remettre elle n'est pas hyper juste. Bon, c'est accordé dégueulasse, hein. Tu vois, ça c'est dernière danse, c'est les accords de dernière danse. Tu vois, ça c'est le chemin, tu vois, on va dire. Où tu vas voir, je saigne encore qui est... Donc là j'ai l'idée, le son en fait, 2003-2004. Ouais, tout ça est assez similaire dans les rapports entre les accords et tout ça. Et le côté switch toujours entre majeur et mineur. Et là je vais laisser mes guitaristes faire le riff du Graal. Et tu vas voir la différence, elle est assez évidente, assez flagrante.
quoi, c'est plus folk. C'est quasi funky, tu vois. Bon, au début, quand je lui ai joué ça, il était pas sûr. À la guitare, est-ce qu'on peut avoir la ligne de ce qu'on va écouter après? Mais alors du coup c'est compliqué, hein, parce que comme tu disais, il y a des histoires de son, tout ça. Ah, tu veux hors du temps, genre le single actuel? Et ensuite on l'écoute vraiment. Mais c'est important, ouais, c'est pas comme les autres, c'est un du temps. Tu entres dans ma vie comme on entre dans un salon, c'est toute ta vie quand tu m'as coupé le souffle. Je me la foule, seulement tes grands yeux, les clowns, les cracheurs de feu, pour rapprocher ton cou, pour te voir un peu mieux. Me disent que c'est fou d'aimer jouer avec le feu. Je n'ai rien entendu, j'avais avalé ma voix. Tu m'as dit ça ne fait rien, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Tu m'as dit nous, que c'est différent, ouais, c'est pas la même chose. Je sais pas comme les gens. C'est important, ouais, mais c'est pas comme les autres, pour faire du temps. Parle-moi de ton job, quels sont tes passe-temps? On a balayé tout ça, on a tué l'adulte à l'enfant. Pour nous étendre à jamais, il faut une balle en argent. Ce soir la lune est pleine, mais elle penche énormément. Je n'ai pas d'alibi, la nuit où ma vie est tombée dingue du mauvais côté du lit. Autant d'amants que j'aurais d'ennemis, autant d'aimants qui t'aiment à demi. Nous c'est différent, ouais, mais c'est pas la même chose. Non, je sais pas comme les gens. Oh, nous c'est différent, ouais, mais c'est pas la même chose. Je sais pas comme les gens. C'est important, c'est pas comme les autres, nous sert du temps. C'est marrant, vous fermez tous les yeux. Ah, on est dedans, hein. Il faut s'en imprégner du morceau. Cette note, est-ce qu'on aurait dû la mettre là, Il n'y a pas un recul énorme non plus. Ah ouais. Du coup, on a encore un C'est encore frais, ouais. Ouais, c'est bien, ça sonne bien. Peut-être qu'on aurait pu faire ci, faire ça. Bon, on va finir sur notre morceau. Je voulais vous remercier déjà. Et je voulais vous dire un truc. Le premier album que j'ai acheté, c'était Kyo. C'est vrai? Ouais. Et c'est maintenant que tu Allez, Bah ouais. Bah, c'est vrai, j'avais 8-9 ans. Ouais, Je me souviens que mes parents m'ont dit bon, allez, on part en vacances, on va écouter. Et j'ai choisi Kyo. excellent. Et bah t'as bien. Et le premier single, c'était Tragédie. Et au même moment. C'était la même époque, absolument. Ouais. Bah, ça me fait plaisir de vous avoir interviewé, merci beaucoup. Merci. Ça sort quand l'album? Le 31, 31 en octobre. Il y a une pression. Ben m'a déjà répondu. Ouais. Heureusement même. Ce sera quoi un album réussi et un album raté? Est-ce que ça dépend que du succès ou pas du tout? Moi, je dirais qu'un album réussi, c'est un album qui te permet d'en faire un autre après. Tu vois? C'est un album qui te permet que l'aventure continue et que... Donc finalement même le premier.
Tu vois, même le Même le premier. premier. Même le premier.